Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce 85 chrono du lundi 18 septembre. Le sommaire de cette émission, sans plus tarder, de la voile en ouverture et un week-end marqué entre autres par une affaire de triche sur la solitaire du Figaro Paprec et cela concerne la Vendée, vous le verrez. En football et en National 2, l'actuel leader de la Roche-Vèvre recevait Saumur, un match plus poussif qu'à l'accoutumée, mais les Lyonnais restent invaincus. Rentrée des classes pour le FC Lyonnais en rugby, nouvelle saison, nouvelle division. Nous avons suivi l'entrée en lice du FCY en Fédéral 2, c'était face à Poitiers. L'heure des derniers réglages pour la Roche Vendée Basket avant d'attaquer le championnat. Le RVBC accueillait au Zoudéry le Kyriad Challenge. Et puis nous nous rendrons dans le sud Vendée du côté de Fontenay-le-Comte. C'est là-bas qu'avait lieu la 8e édition du Trail de la Renaissance. Voilà pour le sommaire, 85 chronos, ça démarre tout de suite. Et pour commencer, c'est une affaire qui fait grand bruit dans le monde de la voile depuis ce samedi, alors que la 3e étape de la 54e édition de la solitaire du Figaro Paprec s'achevait. Eh bien, 2 skippers ont été sanctionnés par le jury. Il s'agit de Benoît Tudury, ex-membre du Team Vendée Formation à gauche de l'image, désormais en Capso Cavale, et de Pierre Daniello, skipper actuel du Team Vendée Formation. Les 2 marins ont en effet téléchargé pendant la course des fichiers GRIB, c'est-à-dire des fichiers météo, ce qui est totalement proscrit par le règlement. Vainqueur de l'étape 3 et leader du classement des bisus, le jury a décidé d'exclure tout simplement Benoît Tudury de la course. Le nordiste de 29 ans avait déjà été sanctionné d'une pénalité lors de la première étape. De son côté, Pierre Daniello se voit disqualifié des étapes 2 et 3 et rétrograde désormais à la 9e place. Les 2 hommes devaient prendre part à la prochaine Transat Jacques Vabre dont le départ est prévu le 29 octobre prochain. Leur participation est donc désormais plus que remise en cause. Je vous propose d'entendre les mots d'Estelle Gravelot, ancienne directrice du Team Vendée Formation, notamment l'an passé où les 2 skippers faisaient partie du team. Réaction recueillie par Colline Davy. C'est une trahison, en fait. Je pense que le mot est vraiment celui-ci, c'est une trahison parce que je me suis vraiment investie avec eux. Comme je disais, j'étais même plus au Team Vendée. Alors, au final, je leur devais plus grand-chose, mais j'avais continué à les accompagner parce que, voilà, par conviction, j'y croyais vraiment. J'ai encore un peu de mal à me dire que tout ça est arrivé parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, ils gagnaient encore des épreuves, ils avaient le sourire et ils répondaient assez facilement à toutes les questions qu'on leur posait sur la loyauté et tout ce qui s'ensuit dans le monde du sport. Donc, ouais, c'est une chute là, je suis tombée du haut de l'immeuble, quoi. On ouvre notre page football dans ce 85 chrono avec la 4e journée du championnat national 2. La Roche VF recevait Saumur, des Lyonnais leaders et toujours invaincus pour la réception de leurs voisins saumurois, 10e au classement. C'était samedi à Desgranges et Saumur en bleu aborde cette partie. Bien sans complexe, notamment avec cette première action de Bouéni qui obligea Amada au premier arrêt du match. Une entame de rencontre tout feu tout flamme puisque très vite Axel Dabin accélère côté gauche. Le numéro 11 lyonnais se défait de son vis-à-vis, trouve Sonny Butreau en retrait, feinte de frappe, tir du gauche dévié qui termine au fond des filets. Moins de 2 minutes de jeu et la Roche mène déjà 1-0. Saumur va réagir par 2 fois, notamment ici à la 26e sur cette tête de Bouéni. Les Lyonnais vont ensuite avoir le ballon du break, d'abord avec Jem Palares puis Axel Dabin, mais le gardien saumurois s'impose. Après 45 minutes, c'est la Roche qui est en tête 1-0. Retour des vestiaires, un ballon inoffensif qui traîne dans la défense lyonnaise. Le capitaine Quentin Bonnet remise pour son gardien, mais Amada se trouve sur sa remise. Bouéni en profite et vient remettre les 2 formations à égalité, un partout. Plusieurs actions ensuite de part et d'autre ici avec Axel Dabin qui manque le cadre, tout comme Jean-Charles Bello sur cette tête. Saumur sera aussi tout proche de passer devant, mais Amada se dégage tant bien que mal. Et alors qu'il reste moins de 5 minutes, ballon pour la Roche. Mbaki lancé à la limite du hors-jeu. Le numéro 9 s'écroule sur cette sortie du portier saumurois remplaçant tout juste entré en jeu. Penalty, Dabin à la frappe, mais c'est au-dessus. Pas d'autre but dans ce match malgré d'énormes occasions dans les dernières secondes de part et d'autre. Score final 1 partout. Un match pas à la hauteur selon l'entraîneur de la Roche, Frédéric Reculot. On l'écoute au micro de Daniel Lelanne, suivi de la réaction de son homologue saumurois, Olivier Meuriot. On a subi notre adversaire, on a subi toute la rencontre. Malgré ça, c'est vrai qu'on a l'opportunité de la remporter, mais c'est vrai qu'en menant au bout d'une minute 50 chez soi 1-0, on aurait dû avoir la capacité justement d'enfoncer le clou et puis de donner un allant comme on l'a fait sur les matchs précédents. Voilà.
Il fallait qu'on bloque sur un match, et celui-ci. Le moindre mal, c'est qu'on a quand même un point, parce qu'on peut se faire punir aussi à la 90e. Donc voilà, mais c'est un match où on a laissé trop de choses, trop de principes dans le vestiaire pour pouvoir imposer quelque chose de sympa. Saumur, sur le rapport de force, a pris un plan de jeu qui a fait qu'elle nous a mis en difficulté, que nous, on a été incapables sur ce match-là d'inverser la tendance. C'est ça qui me dérange un petit peu. Maintenant, c'est atténué, je vous dis, par le fait qu'on prenne un point. Maintenant, voilà, là, c'est bon, un penalty à la 87e. Voilà, ça peut arriver, on a loupé, voilà, on prend un but-gag. Voilà, ça fait beaucoup de choses dans la même soirée qui ont du mal à passer. On a eu des situations, on n'a pas complètement réussi à les concrétiser en occasion, mais on avait la maîtrise, on a fait, mis à part ce but qui arrive au bout d'une 1 minute 45 sur un tir contré, il n'y avait pas eu grand-chose qui s'est vraiment passé. Et la deuxième mi-temps a été aussi un petit peu dans les mêmes choses. On avait vraiment la volonté de vouloir revenir au score. Sur l'ensemble des occasions qu'on a pu avoir, on aurait pu aussi largement soit marquer avant ou soit mettre le deuxième lorsqu'on avait retrouvé l'égalisation. On aurait aussi pu le perdre à 5 minutes de la fin avec ce penalty, mais je pense qu'on aurait été très déçus de ne pas ramener quelque chose aujourd'hui. 2 victoires et 2 nuls donc pour les Lyonnais après 4 journées de championnat au classement. Eh bien, ce partage des points avec Saumur fait glisser les Vendéens de 2 places en 3e position. En déplacement sur la pelouse de Trélissac, les Herbiers n'ont pas pu faire mieux qu'un nul 0-0. Les hommes de Laurent David restent à la 9e place. Chez les féminines, s'ouvrait aussi ce week-end la division 3 et pour son premier match de la saison, La Roche-ESO a fait le carton du week-end. C'est le moins que l'on puisse dire. Succès 9-2 sur la pelouse de 3 face à l'Estac. Une large victoire qui permet aux Ornésiennes de figurer à la première place du classement. Et pour parachever cette page football, un petit point sur la Coupe de France. 34 clubs vendéens étaient engagés dans ce 3e tour ce week-end, vous le savez. Et parmi les surprises, on notera l'élimination des Sables FCOC, pensionnaire de N3 tombé face à Brissac, club de R2. L'une des belles surprises est venue de l'US Landronde Saint-Georges, club de Détroit, vainqueur au tir au but des Sorinières qui évolue en Régional 2. Vous le voyez, 20 clubs donc qualifiés auxquels s'ajouteront 2 clubs, La Roche VF et les Herbiers, puisque les 2 clubs de National 2 rentreront pour le 4e tour dans 15 jours. On retourne du côté du stade Henri Desgranges à La Roche-sur-Yon pour parler du FC Lyonnais. Rentrée des classes en rugby donc pour le FCY avec la réception du stade Poitvin. Et pour la première journée de Fédéral 2 et face à Poitiers en maillot noir, le FCY en rouge va être le premier à marquer un essai dans ce match. 11e minute, Arnaud Le Bon Roux vient aplatir après cette touche et ce maul formé par le FCY. 22e minute, une nouvelle pénalité pour le FCY. Thomas Genot va être à la conversion. Devant à la marque 13-3, les Vendéens vont encaisser un essai à la 25e. Gwendal Pirodo, trouvé sur l'aile, permet au Poitvin de revenir à 3 longueurs. Essai transformé. 30e minute, de nouveau une touche à l'origine. Mais vous allez le voir cette fois côté gauche. Emilien Grisno capte bien le ballon pour les Lyonnais. Profite des largesses de la défense poitevine pour venir inscrire un nouvel essai qui sera transformé par Thomas Genot. Le FC Lyonnais fait donc la course en tête 20-10 à la pause. En deuxième période et alors en infériorité numérique, les Rouges et Blancs vont de nouveau s'illustrer avec un nouvel essai sur cette percée d'Eddy Vincent Martinez à la 50e. Le FCY creuse l'écart, 27-13 avant un coup de moins bien à l'heure de jeu à la 59e minute d'abord. Elliot Munier vient aplatir le ballon dans l'embut lyonnais. Puis 4 minutes plus tard, c'est au tour de David Jallet qui vient lui aussi inscrire un essai. Le stade Poitvin est bien recollé, 27-27. Le FCY repassera une ultime fois devant 30-27 sur cette pénalité de Genot, mais sera rejoint sur le gong par Poitiers, ici, sur cette dernière pénalité. Score final, match nul, 30 partout. La réaction des 2 coachs, à commencer par celle d'Anthony Thomas, entraîneur des 3 quarts du FCY, des propos recueillis par Daniel Lelanne. On fait une bonne entame de match dans l'ensemble. Et puis sur le début de la deuxième mi-temps, on perd le fil du match. On n'arrive pas à monter en intensité et on se fait déborder physiquement. On fait beaucoup trop de fautes à ce niveau pour pouvoir exister. Malgré ça, on arrive à reprendre le score à 30-27. On fait une faute stupide à la 80e qui les emmène dans nos 22 mètres. Et après, c'est compliqué. L'arbitre ne nous aide pas non plus. Enfin, on doit tenir le match, quoi. Et il faut qu'on soit beaucoup plus discipliné, beaucoup plus rigoureux si on veut ne pas perdre ces matchs-là. Enfin, on fait match nul, mais si on veut gagner ces matchs-là, quoi. Je pense qu'il va falloir travailler sur la discipline, sur le degré d'intensité où c'est impératif qu'on monte le degré d'intensité. Certains joueurs n'y étaient pas au niveau de la Fédérale 2 et en fait, on peut pas se permettre, quoi. Un sentiment mitigé parce qu'on a vraiment vu deux mi-temps totalement différentes. On passe à côté de notre première mi-temps. Très indiscipliné.
On a donné toutes les occasions pour prendre des points, donc on n'était vraiment pas dans notre plan de jeu. On n'a respecté aucune des consignes qu'on s'était fixées, donc très rageant une première mi-temps où on subit en plus l'envie de La Roche. On a su rectifier ça et notamment au niveau de la discipline, on a été bien meilleur en seconde mi-temps et ça nous a permis de prendre le terrain, de prendre la possession du ballon et de scorer et de les mettre à la faute à notre tour. Et l'état d'esprit a été bon de notre côté, très satisfait d'aller chercher les 2 points alors qu'on est à 14 points derrière à l'extérieur en début de seconde mi-temps. Donc il faut retenir aussi les points positifs et ça en est un gros. Et un match nul qui apporte au FC Lyonnais ses 2 premiers points de la saison au classement après cette entame de championnat. Vous le voyez, les Vendéens pointent à la 6e place à égalité avec leur adversaire du week-end. Une division en dessous, et bien des nouvelles du RC Sablé, cette fois en Fédéral 3. Et le club entamait aussi son championnat. Il se déplaçait les Sablés sur la pelouse de Saint-Nazaire. Succès 33-19. 5 points d'acquis qui permettent au RC Sablé d'entrer sur le podium à la 3e place. On passe à présent au basket. Et avant de vous montrer quelques images du RVBC, un point sur le classement en National 2 masculine. Vainqueur de son premier match de la saison, Saint-Georges Montaigu s'incline 7 fois sur le parquet de l'Amicale Sportive Niortaise. Défaite 74-58. Les joueurs de Paul Ravon sont désormais 7e de leur poule. Et je vous en parlais il y a quelques instants. Des images de La Roche Vendée Basket. Dernier rendez-vous pour les Tigresses avant d'attaquer le championnat. Ce sera samedi face aux championnes de France en titre de Lyon Asvel. Ce week-end au Zoudéry avait lieu le Kyriad Challenge, tournoi de pré-saison. Et pour se roder, les Zoudéry recevaient 4 équipes pour ce Kyriad Challenge. Bourges, Charleville-Mézières, Angers et La Roche-sur-Yon. Évidemment, les Lyonnaises battues samedi soir par Bourges disputaient dimanche la petite finale face à Charleville-Mézières. La Roche maillot rouge bousculée en première partie de rencontre avec un manque de fraîcheur évident en cette fin de pré-saison. Charleville mène la danse, bien emmenée notamment par Colline Franchelin, ex-meneuse du RVBC, auteur de 10 points hier après-midi. Moins 10 à la fin du premier quart-temps. La Roche est derrière à la pause assez largement, menée 51-30 et malgré un sursaut d'orgueil, une bonne réaction en début de deuxième, les Lyonnaises vont pêcher au rebond et en précision. Un peu émoussés, les Vendéennes doivent aussi composer avec une plus faible profondeur de banc comparée à leurs adversaires d'hier après-midi. 13 points à combler toujours pour le RVBC à l'entame des 10 dernières minutes, mais ça ne passera pas. Les Lyonnaises s'inclinent 76-60 et terminent donc à la 4e et dernière place de ce Kyriad Challenge. Ambroise Robet était avec le coach du RVBC, Manu Baudier. Un non-match, une prestation décevante certes, mais rien de trop inquiétant pour l'entraîneur des Lyonnaises. Bilan, 2 défaites, mais j'ai envie de te dire, la défaite d'hier soir, elle est complètement normale parce que tu as joué une équipe de Bourges qui était plus forte que toi et où tu as donné vraiment une énorme agressivité et une énorme intensité. Et puis aujourd'hui, il ne restait plus beaucoup d'essence dans le moteur, donc on fait un peu un non-match. Bon, voilà, c'est la fin de la préparation. Je pense que les filles, elles ont vraiment hâte aussi d'être sur le début de la compétition. La préparation, quand même, elle a été bonne. Et tu t'aperçois que physiquement, il y a quand même certains niveaux hétérogènes chez les joueuses. Moi, je préfère qu'on termine dans le dur et par une grosse défaite, là, tu vois, comme cet après-midi, que de terminer par un truc facile où tu gagnes de 20 points et puis tu arrives tout beau, tout rose. Et puis tu te fais vraiment taper sur la première journée de championnat. Nous, on sait que quand tu en auras 7 ou 8 qui seront un petit peu en dedans, ça sera compliqué de gagner les matchs. Donc il faut que tu aies tout le monde qui soit le plus performant possible, On essaie quand même de rester quand même positif parce qu'il y a quand même eu des choses pas mal pendant par exemple, le match de Bourges. On a su répondre à l'intensité que Bourges nous proposait. Et, on perd de 15 points, mais on a quand même répondu présente au niveau physique, etc. Il y a 4 nouvelles joueuses. Ça a accroché très très vite, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Et on est plutôt contente. En plus, là, on est quand même un groupe réduit comparé à la saison dernière. On est 8. Et là, c'est cool de voir que la plupart des filles, elles prennent leurs responsabilités. Elles ont compris le rôle qu'elles doivent avoir dans l'équipe. Et à noter que dans la finale de ce tournoi qui opposait hier après-midi Bourges à Angers, c'est Bourges qui s'impose 90-73 et remporte donc la première édition de ce Kyriad Challenge. Un point avec d'autres résultats du week-end, cette fois en handball avec le classement de la Nationale 1 masculine où le début de saison ne sourit pas au Pouzauget. Le PVHB est lanterne rouge après 2 journées à l'extérieur. Ce week-end, Pouzauget a été largement battu samedi soir par Vernon-Saint-Marcel sur le score de 39-28. Et puis chez les féminines, nous les recevions jeudi dernier dans 85 chrono. La Roche Vendée Handball se déplaçait face à Rochechouart-Saint-Junien avec l'ambition de décrocher un résultat. Et malgré une -5 à la pause pour les joueuses d'Ophélie Charbonneau, c'est un retard qui n'a pas été comblé. Les Vendéennes s'inclinent 33-29 et pointent à la 7e position. Et puis la réserve du RVHB jouait aussi ce week-end à l'extérieur. Déplacement sur le terrain du Bléré-Val de Cher Handball et très lourd revers, 38-17. Les Lyonnaises enchaînent une 2e défaite de rang et pointent à la 10e place du classement. Et pour conclure ce 85 chrono, direction à présent
présent le Sud Vendée, Fontenay-le-Comte tout particulièrement, où se tenait dimanche la 8e édition du Trail de la Renaissance. Ils étaient environ 850 coureurs réunis pour cette 8e édition. 4 épreuves au programme, un relais de 2 fois 7 km 500 et 3 formats individuels, 7,5, 15 et 24 km. Un trail organisé, vous le voyez, dans les quartiers historiques de la ville avec des passages dans la forêt du château de Terre-Neuve, passage également dans plusieurs maisons et propriétés privées de Fontenay-le-Comte. Un événement qui est aussi une bonne excuse pour découvrir ou redécouvrir un peu plus les rues fontenaisiennes. C'est alors de là qu'est née l'idée de ce trail, permettre d'explorer la ville pendant les journées du patrimoine. Au niveau des résultats, bien noter la victoire de Thomas Picard de l'ABV Les Herbiers. C'était sur le 7 km 500. Du côté du 15 km, c'est Théo Rageau de l'ABV Pouzauges qui s'impose. Et puis le plus rapide sur l'épreuve reine du 24 km, c'est Julien Cougnot, chrono d'1h 28 minutes et 38 secondes avec près d'1 minute 30 d'avance sur son poursuivant Cyril Valin. Julien Cougnot que je vous propose de retrouver, précédé de l'organisation de la course et du vainqueur du 15 km au micro d'Ambroise Robert. Une édition réussie puisque aujourd'hui nous avons quasiment battu le record de participants de l'année dernière. Nous sommes quasiment à 900 coureurs et l'ambiance est magnifique. Ça nous sert cette journée-là à faire découvrir le centre-ville de Fontenay autrement et en plus on passe dans des maisons privatives, dans des propriétés privatives. Heureusement on a 120 bénévoles sur le parcours. Ces signaleurs permettent de sécuriser le parcours. Sans eux, forcément la course ne pourrait pas exister. Donc bien sûr on les remercie encore. Je venais ici pour faire une course de préparation, mettre du volume et de la préparation physique musculaire parce qu'il y a beaucoup de dénivelé, beaucoup de marches, donc c'est ce que j'étais venu chercher et c'est ce que j'ai trouvé ici. J'ai écouté mes sensations, je suis resté dans la bonne zone et ouais, c'était vraiment une course pour faire un superbe entraînement et c'est ce que j'ai fait, je pense. Ça fait 2 semaines que je suis revenu depuis 2 semaines de l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Et je savais pas, ça allait être compliqué je pensais et finalement ça s'est bien passé. C'est varié en fait, il y a des montées, des descentes, on saute dans l'eau, on fait des belles relances sur les petites ruelles. Donc c'est plus un global, essayer de tenir jusqu'au bout en fait. Prends beaucoup de plaisir et puis le côté festif est toujours là donc c'est agréable de revenir. C'est pour ça que je reviens. Eh bien, voilà de ce que l'on pouvait dire de l'actualité sport de ce lundi 18 septembre. Prochain rendez-vous de 85 chrono, vous le connaissez, ce rendez-vous, c'est jeudi à 18h45, présenté par Aurélien Huard. Eh bien, d'ici là, très bonne fin de journée à vous sur TV Vendée et très belle semaine.